Bonjour et bienvenue à notre premier rendez-vous annuel de la série Tête à tête. Je suis Nathalie Boyer, vice-présidente exécutive et chef des opérations chez Raymond Chabot Grant Thornton. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec France-Margaret Bélanger, une grande dirigeante du sport professionnel et du divertissement. Bonjour France-Margaret, comment vas-tu? Bonjour Nathalie, ça va super bien. Je suis vraiment contente d'être là. Bien, merci. C'est un plaisir de t'avoir avec nous, surtout dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme de samedi dernier. Et cette année, ça prend une allure un peu particulière, disons ça, avec tout ce qui s'est passé dans d'autres pays. Oui. On va dire ça comme ça. Donc, t'avoir aujourd'hui avec nous, c'est un beau cadeau que tu nous fais, c'est un beau cadeau que tu me fais. Et si tu permets, je vais te tutoyer parce qu'on se connaît. Certainement. Sachez que France Margaret nous fait l'honneur de siéger à titre de membre externe au Conseil des associés de notre firme, apportant une contribution très précieuse. Donc, merci de ton engagement. Mais ça me fait vraiment plaisir. Puis merci encore pour l'invitation. Il y a plusieurs personnes qui pourraient être dans cette chaise-ci aujourd'hui. Puis je suis très fière d'être là. Merci. Bien, merci. Et au cours de la prochaine heure, si tu permets, j'aimerais qu'on parle de tes défis, tes réussites. Et je te propose de scinder notre entretien en deux sections, deux parties. Premièrement, quelques questions pour mieux comprendre ton rôle en matière de tout ce que tu fais, sport et divertissement au sein du groupe CH. Et après ça, j'aimerais ça t'entendre sur le concept des alliés. J'aimerais qu'on aborde ça à travers ton parcours à toi, qui est inspirant, voir comment certaines personnes ont influencé ta vie professionnelle et comment toi, en tant que leader, aujourd'hui, dans ce rôle d'allié, tu fais ce rôle d'allié-là auprès de personnes pour qu'elles atteignent leur plein potentiel. Ça te va? Avec plaisir. Parfait. Mais avant de débuter, prenez note, chers participants, qu'il y aura une période de questions à la fin de notre échange et je vous invite à nous les transmettre tout au long de la conférence en cliquant sur le bouton Q&A au bas de votre écran. Et je vous rappelle que ce n'est pas une ligne ouverte comme aux amateurs de sport. Donc, France-Margaret... Ron Fournier n'est pas là Non, aujourd'hui pour gérer exactement, cette conversation-là. exactement. C'est bon. Aussi, veuillez noter que le webinaire est enregistré et sera disponible sur notre site web dans quelques jours. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter très brièvement, je dis brièvement, mais c'est long, le parcours de France-Margaret. Donc, France-Margaret a rejoint le groupe CH en 2013 à titre de vice-présidente principale et chef des affaires juridiques après avoir acquis une vaste expérience en fusion-acquisition chez Stikeman Elliott. Elle a été promue plusieurs fois, devenant vice-présidente exécutive et chef des affaires commerciales en 2017, où son rôle s'élargit pour diriger la stratégie commerciale du secteur hockey. En 2020, elle ajoute à son portfolio la direction du secteur divertissement. Elle est la première femme au comité exécutif des Canadiens de Montréal en plus de 100 ans d'histoire, ce qui n'est pas rien. Elle siège également aux côtés de Jeff Molson à titre d'alternate governor de la LNH pour les Canadiens de Montréal. Elle a fait ses études à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Elle est également titulaire d'une maîtrise en administration des affaires du programme EMBA McGill HEC Montréal. Elle était récipiendaire de l'Ordre du mérite de l'Université d'Ottawa, faculté de droit civil et du Des Hôtels Management Achievement Award de l'Université McGill. Elle a reçu la médaille de l'Assemblée nationale du Québec et elle est lieutenant-colonel honoraire du Régiment des Fusiliers Mont-Royal. J'oublie rien? Non, je pense que ça fait le tour. Donc, si tu permets, on va... Oui, c'est ça, on aurait pu continuer, c'est ça. Si tu permets, je t'emmène tout de suite dans notre bloc 1 pour connaître un peu plus. Les gens, on connaît beaucoup le Canadien de Montréal dans le groupe CH. Ouais. Mais j'aimerais ça, si tu pouvais nous emmener, c'est quoi le groupe CH? Parce que c'est plus que ça, sans dévoiler tous les secrets, naturellement. Et j'aimerais ça que tu nous parles de ton rôle comme présidente sport et divertissement dans ce groupe-là. Certainement. Bien, évidemment, c'est sûr que lorsqu'on pense au groupe CH, on pense aux Canadiens de Montréal. C'est normal. Écoute, je crois qu'au Canadien, on a les 23 employés les plus connus du Québec, certainement. Certainement. Ils sont dans les journaux, on les voit à la télévision. D'ailleurs, le Canadien de Montréal occupe probablement entre 9 et 10 selon la période de l'année, de tout l'espace médiatique au Québec. Je ne parle pas le média sportif, je parle le média dans son ensemble. Alors, il y a énormément d'emphase qui est mise sur l'équipe. Donc, c'est sûr qu'on pense à l'équipe lorsqu'on pense au groupe CH, mais nous, essentiellement, on est des professionnels de la gestion d'équipes sportives. On a le Canadien, bien sûr. On a aussi le Rocket qui joue à Laval. Ouais. Et on est des promoteurs de... Chaque année, on fait entre 1600 et 1800 événements. Ça, c'est du côté du domaine du spectacle. Ouais. Et on est producteurs de 7 grands festivals à Montréal. On aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu plus tout à l'heure, mais entre autres, les festivals du quartier des spectacles. On a aussi les festivals du Parc Jean-Drapeau, Oshéaga, Sonic et puis l'Assaut. Alors, 7 très grands festivals. Donc, essentiellement, le groupe CH, c'est tout ça. On a aussi des salles. On a le Centre Bell que la plupart des gens connaissent. Centre Bell qui est le plus grand amphithéâtre de la Ligue nationale. On a 21 105 personnes qui peuvent venir au Centre Bell. Et aussi, on gère 7 autres salles, plus le Centre Bell, dont
à partir d'environ 500 places jusqu'à 21 000 et plus. Alors, essentiellement, c'est ça qu'on fait. Je vois que ça prend quand même une partie importante de ce que vous faites. Tu parlais tantôt de genre plusieurs lieux, plusieurs événements. On disait d'événements, tu sais, c'est comme les Franco, c'est comme beaucoup de spectacles gratuits. Comment ça se passe? Comment on fait pour garder au Québec l'espace de tout ce qui est spectacle gratuit? Puis est-ce que c'est de plus en plus difficile de financer ou trouver comment faire pour rendre ces événements-là rentables? Oui, c'est ça. Parce qu'il y a deux modèles de festivals. Il y a des festivals comme ceux que j'évoquais tout à l'heure au Parc Jean-Drapeau. Oshéaga, notre programmation est lancée d'ailleurs. C'est super bien reçu, donc on vend des billets. Les gens vont acheter une passe 3 jours pour venir au Parc Jean-Drapeau durant Oshéaga. Même chose pour nos autres festivals du Parc Jean-Drapeau. Cependant, nos festivals du quartier des spectacles, qui sont les festivals de l'équipe Spectra, on parle des Francopholies de Montréal, on parle du Festival international de jazz de Montréal et aussi de Montréal en lumière, qui vient juste de se conclure, en fait, ce week-end. C'est gratuit, dans le sens où les gens peuvent se présenter au quartier des spectacles et assister à une foule de spectacles gratuits. Et, vois-tu, comme les Franco, c'est environ 200 spectacles, dont à peu près 125 sont gratuits. Et le jazz, c'est 300 spectacles, dont les 2 tiers sont gratuits. Alors, comment ça fonctionne, un festival qui est gratuit pour le public? Nous, notre modèle, en fait, c'est que c'est fondé sur l'investissement privé, c'est-à-dire les grandes sociétés qui veulent s'associer au festival, comme une fameuse commandite, on appelle. Alors, ils vont venir appuyer le festival, ils vont associer leur nom au festival, et pour ça, ils vont donner des sous au festival. Il y a aussi des gouvernements qui vont investir dans ces festivals-là parce qu'ils apportent, la Ville de Montréal investit parce que, ben oui, sur son territoire, il y a des retombées incroyables. Touristiques, il y a des investissements importants. Les gens viennent dépenser à Montréal. Absolument. Puis aussi, ça attire comme énormément de gens de l'extérieur du Québec, de l'extérieur de Montréal. Alors, tu sais, c'est l'attrait touristique aussi. Alors, il y a des programmes de subvention qui sont normés. Et si les critères sont atteints, alors tu vas toucher des sous. Il reste que les revenus de ces festivals-là sont mis un peu à l'épreuve parce que pour les investissements du gouvernement, c'est plutôt flat. On comprend que le gouvernement a beaucoup d'endroits où ils doivent investir dans le moment. C'est un défi à chaque jour, en fait, tant au municipal qu'au provincial qu'au fédéral. Et les commandites demeurent au rendez-vous toutefois. Les commandites avec l'inflation, c'est sûr que ça, il y a une légère progression des investissements en commandite année après année. Mais là où le problème se situe, c'est que depuis la COVID, en fait, tout le monde le sait, les coûts ont vraiment augmenté de façon exponentielle. Tout de suite à la sortie de la COVID, on regardait les coûts de stage, les coûts de clôture, les coûts juste de base là, pour notre production. C'était une appréciation de 30 suite à la COVID. Puis maintenant, on est rendu autour de 35 Alors, l'industrie doit se mettre ensemble. On a déjà des conversations avec plusieurs personnes. Comment on fait pour travailler ensemble, mieux travailler ensemble, partager les ressources pour faire en sorte qu'on soit capable de continuer à offrir cette gratuité? Parce que nous, on est un peu habitués à Montréal. Tu sais, le jazz a 45 ans cet été, les Franco, 36 ans, Montréal en lumière, 26 ans. Mais, donc, nous, on est habitués, mais les gens qui viennent à Montréal puis qui voient ces festivals-là gratuits d'une telle qualité, ils n'en reviennent pas. Alors, ça fait partie de l'ADN de Montréal. C'est une source de fierté importante pour nous, comme producteurs de ces festivals-là, mais aussi, je pense, pour la population en général. Puis c'est important de travailler ensemble puis de continuer à les présenter. Absolument. Je t'emmène maintenant sur un autre sujet qui est le rôle des employés comme ambassadeurs. Souvent, on va dire que ça représente notre marque employeur, c'est eux qui véhiculent nos valeurs. Toi, c'est un peu particulier parce que les employés, dans certains cas, c'est des joueurs professionnels, très médiatisés. Comment on fait pour s'assurer que ces joueurs-là adhèrent à l'ADN de ce que l'entreprise veut cultiver? Oui, bien, en fait, c'est une excellente question. C'est sûr que, alors, à chaque année, on a un paquet de nouveaux joueurs qui débarquent. On regarde, tu sais, le camp d'entraînement qui commence habituellement au mois de septembre. Écoute, des fois, ça va 50 personnes. Ça dépend. Là, on a beaucoup, beaucoup de gens qui débarquent puis qui essaient de faire l'équipe, tu sais. Mais ultimement, nous, notre rôle, puis les joueurs sont jeunes. Hein? Il y en a qui débarquent à 18 ans. Slakowski, quand il est arrivé, il avait 18 ans. Tu sais, 19, 20, mais il reste qu'à 22 ans, c'est quand même très jeune. Très jeune, effectivement. Donc, c'est super important pour nous de les encadrer. Puis on a, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, on a beaucoup de formations. On fait beaucoup de sensibilisation sur une foule de sujets lorsque ces jeunes-là arrivent. Évidemment, c'est pas juste lorsqu'ils arrivent au mois de septembre, ça se continue tout au long de l'année, mais tu sais, dès le départ, je dirais qu'on les encadre très bien. En tout cas, on espère à tout le moins. Et puis, une des formations importantes du tout début de l'année, on a une formation sur les médias sociaux. C'est sûr qu'on explique à ces jeunes-là les médias sociaux, l'impact aussi.
ils sont dans un marché assez exceptionnel. On y reviendra tout à l'heure, mais Montréal, c'est sûr que dès que quelqu'un débarque ici puis qu'il porte l'uniforme du Canadien, c'est une idole instantanée. Les gens le connaissent. Ouais. Alors, on a une grande formation sur les médias sociaux, puis on rappelle aux jeunes aussi qu'on a tous un téléphone maintenant. Puis un téléphone, c'est une caméra. Et ça va vite. Et puis, tu sais, une photo, posting de la photo, et finalement, ça devient viral, surtout à Montréal, surtout au Québec. Puis aussi, je dirais que, mais je pense que les jeunes, tu sais, c'est des jeunes hommes, je pense qu'ils sont smart. Évidemment, il n'y a personne qui est à l'abri d'une situation fâcheuse, là, évidemment, puis on le sait, mais on travaille fort pour les encadrer. Puis, je conclurai en disant, Nathalie, tu sais, nos dirigeants de hockey, en commençant par Jeff Molson, par la suite, Jeff Gorton, qui est notre vice-président exécutif hockey, Kent Hughes, qui est notre directeur général, et notre coach, Martin Saint-Louis. Tu sais, moi, j'ai l'occasion de les côtoyer, ces gens-là. C'est des gens exceptionnels, des gens de qualité. Puis des gens, tu sais, ils sont préoccupés par ça dans le sens où, tu sais, comme ils veulent le bien de ces jeunes-là. Puis ces gens-là, ces gars-là, c'est des gars exceptionnels, c'est des hommes exceptionnels, en fait. Et puis moi, je crois beaucoup au tone at the top. Alors, je pense qu'il n'y a personne de ces jeunes joueurs-là qui veulent décevoir Martin Saint-Louis. Je suis sûre que ça tient le monde dans le bon chemin. Oui, j'imagine. Ouais. On parle de partisans, on parle de jeunes qui arrivent puis qui deviennent des idoles instantanées. Vous avez des fidèles partisans qui vous suivent beau temps, mauvais temps, même si on n'a pas de Coupe cette année depuis 1993. Mais le domaine du sport a quand même beaucoup de défis. Il y a une offre de plus en plus variée en termes de sport. Les plateformes de diffusion diffèrent, tout ça. C'est quoi votre stratégie, vous autres, pour garder justement captifs vos partisans actuels? Puis comment vous faites pour aller en chercher d'autres? Puis là, on parle du hockey, mais j'imagine que ça se transpose aussi dans le monde du divertissement plus large. Oui. Bien, si on commence par le hockey, c'est sûr que, tu sais, traditionnellement, on ouvrait le centre Molson de l'époque, le forum, les gens se présentaient, puis c'était ça, tu sais. Mais comme tu le décris, tu sais, il y a une énorme évolution au niveau des plateformes, au niveau de comment les gens vont consommer le hockey. Tu sais, alors, on est encore extrêmement chanceux. On a des salles combles au Centre Bell. On est extrêmement chanceux de la fidélité de nos partisans à Montréal, puis de l'engouement que les Montréalais ont pour leur équipe. Fait qu'on est extrêmement chanceux. Mais il reste que on essaie de les rejoindre aussi autrement qu'en ouvrant nos portes pour nos matchs au Centre Bell, c'est sûr. On a énormément de plateformes, nous-mêmes, de médias sociaux. On a des sites web qu'on opère nous-mêmes. On a une grosse équipe sous la direction de Charles Denis qui fait ça chez nous. Et tu vois, on a au-delà de 5 millions d'abonnés sur nos plateformes de médias sociaux. Alors ça, c'est des gens qui mettent leur nom, puis qui s'abonnent, puis qui veulent absolument avoir notre contenu. Fait qu'on est chanceux. Puis ça va vraiment de tous les âges. Je te dirais que, comme cette année, pour l'année en cours, je validais ces données-là ce matin avant de venir te voir, on a eu, cette année, 166 millions de visionnements de vidéos. Wow, OK. Alors, tu vois, tu sais, comme on met... Mais peut-être qu'une vidéo, ça dure 5 secondes, peut-être que ça dure 30 secondes, mais il reste que les gens vont consommer notre produit. Puis on a, cette année, 759 millions d'impressions. Wow. Une impression, pour ceux qui connaissent ça, si je mets ça très simple, c'est juste quelqu'un qui va aller voir notre contenu, tu sais, sans nécessairement, tu sais, comme cliquer puis embarquer, puis tu sais, comme faire tout le chemin. Il reste que c'est... C'est quelque chose. C'est quand même beaucoup, je te dirais que les gens de mon équipe marketing seraient très jaloux d'entendre ces chiffres-là, assurément. Oui, c'est ça. Mais tu sais, puis même dans la Ligue nationale, on se distingue vis-à-vis des autres équipes. Oui, parce que c'est des chiffres quand même qui sont très importants. Tu sais, on est numéro 1 sur un paquet de plateformes au travers des 32 équipes, c'est certain. On a une équipe, bien sûr, chez nous qui est très dynamique, qui fait ça. Il faut comprendre aussi qu'on fait ça dans les deux langues. On fait ça en français, bien sûr, en anglais. Alors, ça fait beaucoup de matériel qu'on fait. Mais on est chanceux, donc on arrive à aller intéresser nos partisans entre les matchs, au-delà des matchs, c'est sûr. Puis, tu sais, on ne gagne pas tous les matchs, c'est normal, mais en même temps, donc, c'est pas parce qu'on ne gagne pas qu'on ne veut pas interagir. Donc, on trouve une façon d'interagir avec nos partisans, puis c'est comme ça. Puis, donc, c'est qu'est-ce qu'on veut leur dire à ces gens-là, d'une part, puis comment on les rejoint. Tu sais, il y a des façons plus traditionnelles. Évidemment, tous les matchs du Canadien de Montréal sont à la télévision, en anglais, en français. On est extrêmement chanceux, évidemment. On est la seule équipe avec nos matchs dans les deux langues à la télé. On a d'excellentes cotes d'écoute, mais en même temps, tu sais, au-delà de ça, il faut travailler plus fort. Puis ça fait longtemps qu'on a développé nos plateformes. Et puis ça, je dirais que ça se passe somme toute bien, mais on n'arrête jamais, là. C'est sûr c'est des chiffres quand même importants, là, mais c'est sûr que malgré ça, on n'arrête pas, puis on continue de développer nos liens avec nos partisans. Puis du côté divertissement, c'est sûr que ça évolue énormément. Comment on fait en sorte que nos 1600 à 1800 spectacles soient connus des Québécois, des Montréalais, des gens qui veulent venir dans nos salles de spectacle voir les spectacles qu'on va mettre de l'avant. Bien, on a l'avantage maintenant, je dirais, qu'avec toutes les plateformes d'écoute
que ce soit Spotify, Mm. Apple Music, les gens, les jeunes, les moins jeunes, sont capables d'aller écouter un paquet. Tu sais, on met Ouais, une c'est ça. playlist, puis on se dit « Ah, c'est Ah, très c'est bon, bon, cette ça. Ouais. chanson-là, c'est quoi? » On n'aurait jamais entendu parler de cet artiste-là autrement. Mais, on se met à écouter cet artiste-là, puis là, soudainement, nous, on l'amène à Montréal, puis tiens, on se retrouve avec une salle de 1000 places, puis elle est remplie parce Ouais. que les gens eux-mêmes se sont éduqués en musique, puis ont été à même de découvrir des artistes que nous, on n'a même plus à mettre de l'avant comme tel ou à en Ouais. faire tant que ça la promotion. Alors ça a énormément aidé le domaine de la musique, je dirais. Et c'est pas étranger au fait qu'il y a de plus en plus d'artistes qui sont en tournée, des immenses artistes, des artistes internationaux comme des plus petits, parce qu'ils ont leur public maintenant. Absolument. Puis c'est le fait quand même de voir qu'un élément qui peut être un peu disruptif, qu'on appelle, Ouais. amener du positif puis des opportunités Absolument. quand même. Est-ce que tu penses que le marché de Montréal, on parlait d'échange de taux de Ouais. change, tantôt toi puis moi en Ouais. préambule, est-ce que le marché de Montréal va demeurer compétitif comparativement au marché américain dans le domaine du divertissement ou du sport? Bien, moi, j'y crois absolument à 100%. Mais premièrement, si je parle de sport rapidement, c'est sûr qu'on on était les hôtes de la Coupe des Quatre Nations au Centre Bell là, à la mi-février, du 12 au 15 février. Et puis, j'étais moi-même, bien sûr, puis toute l'équipe de la Ligue nationale était là. Toute l'équipe de la Ligue nationale y était aussi, en commençant, bien sûr, par le commissaire Bettman. Et ils étaient époustouflés de notre public, des partisans qui étaient au Centre Bell à encourager ces équipes-là. Ça a été vraiment très, très haut en émotion, surtout le fameux match Canada-US samedi soir, le 15 février. Mais c'est ça, Montréal. Les gens connaissent le hockey, les gens... puis on est connus pour ça. Puis Montréal, c'est un marché de hockey. Puis moi, j'aime dire qu'on est la ville de hockey par excellence, là, dans toute la Ligue nationale, bien sûr. Et ça, la Ligue le sent. Puis, tu sais, on avait présenté le repêchage en 2021 à Montréal. Puis même le New York Times, qui parle jamais de hockey et qui parle rarement de Montréal, avait dit dans leur page que le draft, le repêchage devrait toujours avoir lieu à Montréal. C'est parce qu'ils ont aimé Céline Dion, c'est pour ça. Oui, mais en fait, ça, c'est la fois qu'on a amené Céline Dion l'été passé à Vegas pour le choix de Demi-Duff. Tu as raison, c'était encore un élément montréalais, mais en 2021, on avait s'était fait le à Montréal, repêchage c'est à vrai, Montréal. t'as raison. Puis c'est sûr qu'on avait le premier choix. C'est là qu'on a choisi Slakowski, mais il n'y a jamais eu un aréna de la Ligue nationale qui a reçu le repêchage où est-ce que il y avait du monde tout le temps, dans toutes les sélections. Alors, c'est sûr que le sport, moi, j'y crois. Puis, je pense que là, on a plusieurs équipes à Montréal. Évidemment, on a le CF Montréal, on a les Alouettes. Mais je pense que Montréal est une ville de sport, puis on pourra avoir plus de sport. Puis nous, on encourage ça. Fait que ça, c'est ma réponse pour le sport. Puis pour le divertissement, bien, c'est sûr qu'on voit de très, très grands artistes maintenant se produire dans des immenses stades. Tu sais, on va voir, tout le monde a vu le phénomène de Taylor Swift, qui a fait une tournée mondiale, comme genre du jamais vu, qui a fait 6 soirs à Toronto. Je pense que c'était 3 soirs à Vancouver. Malheureusement, on ne l'a pas eu à Montréal parce qu'on n'a pas l'infrastructure. C'est ça. Alors, c'est ça qui est malheureux. Il y a de grands artistes à l'international qui, au lieu de faire comme un aréna à 20 000 personnes, disons, ou 18 000, ou peu importe, préfèrent faire un stade à 50 000. C'est pas mal plus efficace. J'imagine. Alors, c'est sûr que ça, c'est un défi, je te dirais, qu'on a à Montréal. Il va falloir qu'on trouve des façons d'attirer ces grands artistes-là autrement. Comme nous, cet été, on va présenter The Weeknd. On le présente au Parc Jean-Drapeau. On a un immense stage pour ça, vois-tu? Et on a 45 000 personnes, 45 000 billets vendus déjà là, pour un soir. Wow. Puis 22 000 pour le deuxième soir. Alors, tu sais, on a... c'est possible. Montréal est là. Montréal aime la musique. Le Québec, le Canada va se déplacer. Moi, j'en suis persuadée. Mais il faut trouver une façon d'avoir les infrastructures pour accueillir cette tendance-là. Ouais. Je t'emmène maintenant sur le deuxième bloc, si tu permets. J'aimerais parler de ton parcours à toi. Tu as connu un succès quand même jeune dans ta carrière. Je sais que tu n'aimes pas trop le concept de plafond de verre, moi non plus, mais tu es quand même une femme qui a réussi dans un milieu traditionnel, même quand tu étais en cabinet comptable, excuse-moi, cabinet d'avocat, et même aujourd'hui dans le domaine dans lequel tu exerces. Je sais que chaque carrière est aussi unique. C'est quoi, toi, la recette de ton succès? La recette? Écoute, en fait, souvent, là, c'est une... Tu sais, quand on est rendu à mon âge, on regarde ça un peu, tu sais, comme le look back, puis on voit toutes les étapes, puis ça a l'air d'un fil qui était tout prévu d'avance, tu sais, puis qu'on a suivi tranquillement. Ouais. Mais en réalité, à chaque étape, on sait que c'est pas vraiment ça. Tu sais, on sait que chaque étape a ses revirements de situation. C'est pas toujours une ligne droite, hein. Non, tu sais, des fois, il y a des détours, des fois, il y a des détours qu'on veut pas.
Mais c'est sûr que comme dans n'importe quelle carrière, là, c'est pas toujours parfait, enligné, c'est pas toujours du point A au point B le plus directement possible. Mais ce que je dirais, c'est que je pense que nous, comme individus, on peut certainement prendre notre carrière en main, tu sais, puis je veux faire attention parce que des fois, c'est pas toujours comme ça que ça se passe, puis c'est pas parce que les gens ont pas la volonté. Des fois, il y a des choses, des situations qui arrivent, puis on n'y peut rien, puis tiens, ça nous met un peu, ça nous fait dérailler. Ouais. Mais ce que je dirais, par exemple, c'est que, chose certaine, ce qu'on contrôle, c'est le travail, puis c'est les efforts qu'on met. Puis ça, moi, je suis une super croyante là-dedans, tu sais. La réalité, c'est que notre job à nous, peu importe si tu as 16 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, c'est d'être le meilleur possible. Puis moi, j'y crois. Pour moi, là, si tu ne travailles pas, si tu n'es pas une excellente comptable, si tu n'es pas une excellente avocate, si tu n'es pas un excellent médecin, peu importe ou un excellent, peu importe qu'est-ce que tu choisis. Là, je m'adonne à nommer des professions, mais ça ne marchera pas. Je veux dire, parce que premièrement, moi, je pense qu'il faut qu'on soit toujours, là, excusez mon expression, mais au top de sa propre game. Tu sais, comme, il faut mettre ses efforts, faut que tu étudies, il faut que tu apprennes, puis il faut que tu sois prêt. Ouais. Parce que, par la suite, il y a des opportunités qui passent. Puis quand les opportunités passent, mais premièrement, ils ont plus de chances de passer devant toi si tu es prêt. Moi, je crois à ça en passant. Puis, en fait, si tu n'es pas prêt, ben, tu n'oseras pas les prendre ou les gens ne te les offriront pas. C'est vraiment comme, premièrement, décevant de manquer son coup comme ça. Alors, moi, c'est le travail, parce que les raccourcis, ça arrive. Il y en a des fois, mais moi, je pense que je ne me fierais pas aux raccourcis, parce que je pense que ça, c'est pas des bons odds de se fier qu'il y aura des raccourcis puis qu'on va être capable de les prendre. Ensuite de ça, moi, je dirais que... Puis tu sais, moi, j'ai été chanceuse aussi parce que Stikeman Elliott, où j'ai été pendant 17-18 ans, selon où on se met, ça a été une école extraordinaire au niveau du travail. On n'a pas le choix. C'est sûr que c'est un cabinet où est-ce qu'il faut que tu travailles, sinon tu n'as pas ta place là. Puis la rigueur aussi. Tu sais, être capable vraiment d'amener les choses un peu plus loin, pas juste se satisfaire de la première réponse, tu sais, y travailler, puis essayer de trouver, est-ce qu'il y a une autre façon de voir ça? Puis tu sais, quand ça ne marche pas, au lieu de dire, bon, on arrête de travailler, non, au contraire, y a-t-il une façon d'autre de s'y rendre? Fait que tu sais, ça, c'était une école où moi, j'ai appris incroyablement. C'était ma première école, en fait, au niveau professionnel, puis par la suite, je dirais qu'il y a beaucoup l'attitude, tu sais, une attitude d'ouverture, une attitude qui est positive. Puis ça, je vais te ramener chez nous, à Matane. Tu sais, mes parents, ma mère était à la maison, elle nous a bien dit quand même, puis je vais même le répéter, ma mère était prof. Puis ça, ma mère, je veux dire, était prof à un très jeune âge à l'époque, là, où est-ce que les femmes travaillaient moins, mais elle avait fait son cours, puis elle appelait ça son cours classique, puis en tout cas, elle enseignait. Puis à un moment donné, elle a arrêté de travailler, mais et mon père et ma mère, ils ont travaillé très fort. Puis beaucoup de rigueur. Puis j'ai jamais entendu ces gens-là se plaindre, qu'ils travaillaient trop ou... c'était vraiment pas dans notre mentalité à la maison de se plaindre. C'était comme... C'était pas toujours simple, puis c'était pas toujours super facile. C'est pas ça que je veux dire, mais c'était comme, on a des choses à faire, on se lève, on les fait, puis tu sais, on entendait quand même pas mal ça. Mais moi, j'ai un frère, j'ai 2 autres sœurs, puis on entendait beaucoup ça à la maison. Fait que je te dirais que cette attitude-là de « on a des choses à faire, on va le faire », puis j'ai non plus jamais entendu à la maison qu'on pouvait pas faire quelque chose. C'est dans le sens où si on avait comme objectif de faire, peu importe c'était quoi, là, ben c'était « let's go, on y va », puis « essaye-toi, puis on va être là », tu sais. Fait que moi, je pense que l'attitude est aussi fondamentale, puis les opportunités, bien, quand ils se présentent, il faut les saisir aussi. T'sais. Les gens ont peur du changement en général. Les gens aiment bien leur situation souvent. Ou c'est vrai que ça effraie le changement. Tu te lances dans quelque chose, tu ne sais pas exactement ce qui va arriver. Puis moi, quand j'étais chez Stikeman, après 17 ans, de décider, puis ça faisait 10 ans que j'étais associée en droit corporatif, ça allait super bien, super beau client, une ferme. Une ferme. C'est pas une ferme, c'est une firme, mais une firme incroyable. Puis finalement, décider de passer à autre chose. Puis moi, je m'en allais chez le Canadien de Montréal, certainement, mais je m'en allais dans un contentieux de 1, là. Puis le 1, c'était moi, tu sais. Fait que c'est quand même tout un changement, mais j'ai toujours cru qu'il allait arriver quelque chose d'autre, tu sais. C'était une porte d'entrée vers d'autres choses, c'est un nouveau secteur, puis j'ai toujours adoré ce client-là. J'aimais beaucoup les gens chez les Canadiens, puis tu sais, de me joindre à eux, je me suis dit, bien, soit que tu finisses ta carrière chez Stikeman, puis ça aurait été un bon choix aussi, ou soit que, puis c'est un excellent choix de continuer chez Stikeman en passant, là, certainement, ou soit que tu embarques sur d'autres choses, puis tu t'essayes. Puis c'est ce que j'ai fait, puis vois-tu, maintenant, je regrette pas du tout mon choix. Puis le dernier élément que je dirais, c'est
au travers de tout ça, comme on se disait tantôt, il y en a des dérailleurs. Ouais. Les dérailleurs, ça peut être des événements qui se produisent que tu n'avais pas planifiés. Ça peut être des gens qui sont sur ton chemin, qui sont des dérailleurs. Je veux dire, il y en a. Fait que c'est ça, on le sait, là, il y en a. Donc, soit que quand ça arrive devant toi, t'arrêtes, puis tu décides que c'est fini, tu t'écrases ou tu te dis que c'est pas possible, ou si tu y crois vraiment, puis c'est correct de dire que j'arrête. Tu sais, à un moment donné, si c'est ton choix, aussi, ça se peut que c'est ton choix, mais si tu y crois, puis si tu veux avancer, puis si tu veux comme te rendre vers quelque chose, ben les situations, puis encore une fois, il faut faire attention parce qu'il y a des choses très difficiles dans la vie qui se présentent, puis ça marche plus, là. Mais les individus ne devraient pas être ceux qui t'empêchent, toi, d'avancer. Tu sais, les gens qui sont... Parce que moi, j'ai eu ça. Même si ça peut surprendre les gens, j'ai déjà eu ça. Puis c'est pas vrai que quelqu'un allait déterminer qu'est-ce que moi j'allais finir par faire. Tu sais, c'était absolument impossible. Puis à un moment donné, quand tu le réalises, ça, que c'est pas vrai que c'est lui ou elle qui va dicter la suite de ta carrière, c'est très puissant. Puis ça te donne quand même pas mal d'énergie pour avancer. Puis en tout cas, alors, tu sais, il n'y a pas de recette, mais tu sais, il y a quand même plusieurs éléments. Je te dirais que c'est pas mal ça. Puis ta drive, ta tienne de ton père ou ta mère? Je te dirais que c'est un mix, en fait. Je ne sais pas. Je ne peux pas vraiment te répondre. Je ne sais pas. Mais je te dirais que c'est un mix. Je te dirais que c'est... Tu sais, puis il y a un élément que j'ai oublié, il y a la confiance. Puis la confiance, là, tu sais, qui peut vraiment être à la base de la drive, là, en fait. Bien, la confiance, c'est pas que tu nais puis tu es confiant. Tu sais, je pense pas. Je pense que c'est le travail, c'est la préparation, c'est de faire en sorte que tu arrives quelque part puis tu es prêt. Puis moi, si j'arrive ici après-midi puis je suis prête, bien, je vais certainement être plus confiante que si je sais très bien, parce qu'on le sait toujours si on a fait le travail ou pas. On le sait si on est prêt ou pas. Puis si je suis pas prête, puis si j'ai pas fait le travail, puis j'arrive d'une négociation ou j'arrive dans une présentation, bien, tu sais, ça sera pas exactement la même chose. Fait que la confiance, c'est tellement fondamental, mais ça se construit de la confiance. Puis moi, je pense que si on se prépare, puis si on met les bons éléments de l'avant, ben moi, je pense que la drive va être plus facile à mettre de l'avant parce que la confiance va être là, puis tu sais, tu vas pouvoir avancer. Puis malgré tout, dans ta carrière, est-ce que tu as été exposée à des préjugés, justement, tu as commencé jeune, donc en fonction de ton âge ou parce que tu es une femme, c'était-tu déjà arrivé? C'est sûr que c'est arrivé. Tu sais, puis il y a ceux dont je me suis rendu compte, puis il y a ceux dont je me suis pas rendu compte. Parce que, tu sais, des préjugés, veux pas, il y en a partout, il y a des biais, on le sait. Puis nous aussi, on en a souvent des préjugés peut-être sur certaines choses, puis on le réalise même pas. Tu sais, souvent, c'est la façon dont, tu sais, que tu as toujours vu une situation, puis des fois, bon, on n'y peut rien, mais quand j'ai commencé chez Stagman Elliott, moi, j'ai fait le cégep, puis ensuite, je suis allée directement à l'université. Puis j'ai gradué, donc j'ai commencé chez Stagman, j'étais vraiment jeune. Puis souvent, au début, tu sais, chez Stagman, c'est un peu le modèle où, ben vas-y, tu sais, prends le dossier, puis fais-le avancer, puis tu viendras me redire comment c'est allé. Mais je dis comme, tu sais, il y a beaucoup d'encadrement aussi, là, mais c'est sûr qu'on met les jeunes très rapidement en situation de, tu sais, comme, de se débrouiller, puis d'avancer, puis évidemment... Ça fait partie du cursus. Exact. C'est vraiment, tu sais, apprendre. Puis oui, ça m'est arrivé, puis je me rappelle encore de ça, que dans une négociation, c'était un avocat à l'autre côté. Je me souviens de son nom, je me souviens de son bureau, mais on le dira pas. On le dira pas. Mais il était vraiment pas content. Il était comme pris avec moi. Il est arrivé dans la salle de conférence, puis c'était moi, puis il était pas il était comme un peu insulté que lui, qui avait une si grande expertise, qui était si important, qui se retrouvait dans la salle de conférence à négocier contre moi. Il était vraiment pas de bonne humeur. Ça a été évident, là. Alors ça, c'est un exemple, mais tu sais, au fond, est-ce que ça a changé quelque chose pour moi? Non. Bien, j'en parle encore, donc sûrement que ça m'a marqué. Tu sais, il essayait de m'influencer, mais c'est ça. Puis maintenant, par la suite, est-ce que j'ai déjà fait l'objet de préjugés? Parce que, ben, tu sais, chez Stagman, c'est sûr que souvent, tu sais, c'est des gros dossiers, c'est des grosses transactions. J'ai souvent été la seule femme dans une salle de conférence. J'ai souvent été la seule personne qui lidait les négociations. Puis, tu sais, c'était moi, là. Fait qu'il fallait bien que les gens fassent avec. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais voulu donner d'importance à ça. C'était vraiment important parce que si moi, je commençais à donner de l'importance à ça, puis m'en faire ou me mettre à me questionner, un, c'est complètement inutile parce que je ne contrôle pas. Puis deux, si moi, ça m'interpelle ou ça me préoccupe, bien, je trouve que j'ouvre la porte pour que les autres fassent la même chose. Puis moi, c'est comme, je suis ici, là, je vais faire ma job. Exactement. Puis let's go, tu sais. Fait que j'ai toujours essayé de penser
outre ça, tout le temps. Je pense que c'est la bonne recette. Je pense que oui. Je t'emmène maintenant sur le concept des alliés, l'alliance inclusive. La définition d'une alliance inclusive, on dit que c'est l'association d'une personne privilégiée et un groupe minoritaire afin de promouvoir l'inclusion et l'équité. Et on pense que c'est important de valoriser et de l'encourager dans les milieux de travail. Pourquoi? Parce qu'on dit que quand ça existe dans une organisation, bien, on a plus d'équité, plus d'innovation, plus de bonheur au travail, plus de rétention des gens. Tu sais, parce que tu sièges à notre CA, que c'est des initiatives qu'on prône ici au sein de la firme. Je suis certaine que tu fais pareil avec le groupe CH. Mais je te ramène maintenant, toi, France-Margaret, qui quitte Matane, qui rentre dans un cabinet, comme tu disais, où c'est majoritairement des hommes. Est-ce qu'au cours de ta carrière, tu as eu la chance, justement, d'avoir des alliés ou des ambassadeurs professionnels qui ont fait la promotion de qui tu étais? 100%. Puis je pense que pour moi, ça, c'est un élément qui... écoute, je suis absolument certaine, m'a énormément aidée. Tu sais, comme tu dis, j'arrive essentiellement de Matane. Je parlais quand même un peu anglais. Je suis allée au cégep en anglais pour essayer tu sais, parce que tu peux pas rentrer chez Steigman, c'est impossible là, de travailler là si tu parles pas anglais. Tu as des clients américains, tu as des clients européens, tu sais, la langue de la négociation, la langue commune, c'est vraiment l'anglais. Puis moi, j'ai été extrêmement chanceuse parce que rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement d'un bureau professionnel, tu commences, tu es étudiante, ensuite tu es stagiaire, puis là, les gens te donnent du travail, puis là, il faut que tu essaies de démontrer que tu es capable de faire les mandats qu'on te demande de faire, tu sais. Puis ben, comme tout le monde qui commence, on ne sait rien. La réalité, c'est que tu arrives, tu as étudié à l'université, mais de là à comprendre qu'est-ce qu'ils ont dit dans le cours, puis qu'est-ce que la personne te demande de faire, tu sais, ça a vraiment juste comme pas vraiment rapport. Alors, c'était comme comment tu te débrouilles puis tu essaies de livrer ce qu'ils veulent sans vraiment trop savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Mais moi, j'ai été chanceuse parce que j'ai eu vraiment 4 personnes chez Steigman. En fait, 3 personnes plus une 4e qui, elle, a fait sa différence. Puis rapidement, j'ai eu l'occasion de travailler avec Jean-Léopold, Pierre Raymond, puis André Roy. C'était des associés, et ça le demeure encore pour Jean-Léopold. Les autres sont plus là, mais c'était comme les leaders dans leur domaine. Puis ils m'ont comme un peu adopté pour certains dossiers, tu sais, où est-ce que je travaillais toujours avec eux. Puis c'est incroyable comment j'ai appris avec eux. J'ai appris à savoir, un, quoi faire, deux, quoi pas faire. Et eux, tu sais, Jean-Léopold, s'il trouvait que finalement, tu sais, j'avais une bonne attitude, même si je n'étais pas bonne au début parce qu'on n'est pas très bon, mais tu sais, j'avais la bonne attitude, je voulais apprendre, je revenais, je travaillais fort. Bien, à un moment donné, tu sais, quand il y a eu un autre dossier, c'était comme, ah ben tu devrais travailler avec France, parce que France, tu sais, comme, c'est le fun, tu sais, elle veut, puis elle est motivée, puis tout ça. Fait que c'est ça, ça ne se demande pas, je pense, à quelqu'un. Moi, j'aurais de la difficulté à demander à quelqu'un, est-ce que tu peux être mon allié, mais je pense que encore une fois, c'est nous qui avons les clés pour démontrer qu'on veut travailler, qu'on veut apprendre, puis à un moment donné, tu deviens la personne senior, qui a, cette personne-là, elle a la crédibilité, elle a le réseau de contact, elle est légitimée là, dans ton bureau. Fait que si elle utilise de tout ce pouvoir-là qu'elle a, puis de tout son savoir, puis son clout, excusez l'anglicisme, pour dire, hey, tu devrais travailler avec Nathalie. Mais toi, ça t'arrive là, puis tu es déjà, tu sais, il faut que tu fasses ton travail, bien sûr, mais tu as été recommandé par la personne dont tout le monde respecte l'opinion. Puis, premièrement, Pierre Raymond, c'est un gars qui, quand est venu le temps, quand Georges Gillette voulait acheter l'équipe, ça remonte à janvier 2001, ça fait longtemps, là. C'est lui qui m'a dit, j'aimerais ça que tu travailles avec moi sur l'acquisition du Canadien de Montréal par Georges Gillette. Puis ça a été un break incroyable, tu vois. Puis par la suite aussi, quelqu'un d'autre qui m'a donné un break incroyable, c'est Kellen Revenescu. À l'époque, était le président d'Air Canada. C'est un ancien avocat chez nous. Il était rendu président chef de la direction d'Air Canada en 2003. Lorsqu'il y a eu toute la restructuration d'Air Canada, lui, de ses bureaux d'Air Canada, il a dit aux gens, aux associés qui dirigeaient le dossier, il a dit « Je veux que France soit sur le dossier. Mettez-la sur le dossier. » Fait que moi, j'étais comme assez junior quand même, malgré tout, comparé à toute l'expertise qu'il y avait autour de la table. Moi, j'avais la chance d'être dans des rencontres de 20-30 personnes où j'avais, sérieusement, là, c'était plus un match de tennis. Je regardais qui disait quoi, les arguments. Puis il n'y avait pas de pression pour moi nécessairement de tout comprendre puis tout livrer, mais c'était juste que Kaylen a dit, sais-tu quoi, cette fille-là, mettez France sur le dossier, là, je veux qu'elle soit là, je veux qu'elle voie ça. Puis ça m'a donné, c'est incroyable parce que alors que j'étais pas nécessairement de ce niveau de seniorité-là, j'assistais à tout ça, ça a duré 1 an.
J'ai tout vu, j'ai vu les meilleurs discuter, négocier, débattre. Puis c'était exceptionnel. C'est exceptionnel, ça. Oui, exactement. Mais c'est bon pour la confiance en soi aussi, à quelque C'est part. bon pour la confiance, c'est sûr, mais en même temps, tu sais, c'est ça. Donc, des alliés, c'est fondamental. Puis il faut trouver une façon tu sais, il faut trouver une façon de s'en trouver, malgré que, c'est ça, comment s'y rendre, puis tu sais, quoi faire comme jeune personne qui cherche un allié. Mais encore une fois, fais ton travail, fais-toi remarquer. C'est ça. Quand la personne te donne un mandat, fais-le bien, puis redemande-en. Tu sais, puis à un moment donné, tu sais, on le sait, tu sais, peu importe. On le sait, là, qui est bon, qui est moins bon, avec qui on a envie de travailler. À un moment donné, ça devient assez évident. Là. Puis c'est comme ça, je pense que de personnes qui ont bénéficié d'alliés, ou on peut appeler ça alliés, sponsors, peu importe, j'ai vu l'importance, puis le lift que moi, ça m'a donné, c'est sûr. S'il n'avait pas été là dans ta carrière, ça aurait changé quoi? Tu sais, tu te disais, j'ai quand même la volonté, la détermination. Admettons que ces gens-là n'avaient pas été là dans ta carrière. Tu serais-tu là aujourd'hui? Je pense arrêter fort différent. Tu sais, c'est toujours une série de circonstances. Je ne peux pas vraiment dire qu'est-ce que ça aurait été, mais ça aurait été plus difficile. Je suis sûre de ça. Je suis certaine parce que j'ai vraiment bénéficié de ça. Moi, j'en suis consciente. Tu sais. Mais encore une fois, je travaillais pour. Là. C'est pas comme si j'attendais que le téléphone sonne. Absolument. Il faut mettre les chances de son côté au départ en faisant notre job à nous. Mais par la suite, moi, je pense que c'est fondamental. Puis, il faut trouver une façon. Puis comme moi, maintenant, dans mon... En tout cas, au groupe CH, c'est sûr que c'est toujours une question, le défi en est un de temps, là, parce qu'à un moment donné, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, mais c'est important d'identifier des gens, c'est important d'être là pour des jeunes qui sont bons puis qui veulent avancer, puis c'est important de passer du temps avec eux, puis c'est important de prendre des fois 10 minutes, les écouter, puis surtout les identifier. Oh, on a tel projet, on va demander à telle personne de s'en occuper, même si ça n'a aucun rapport avec ce que lui ou elle, son carré de sable, c'est exactement. On va lui donner l'occasion de se faire valoir dans d'autres choses. Est-ce que dans ton parcours actuel, tu as quand même une carrière bien remplie, tout ça, est-ce que tu as encore besoin des fois d'avoir des alliés dans certains domaines? Bien, moi, j'ai le meilleur allié au monde. J'ai Jeff Monson comme allié. C'est vrai que Jeff, comme propriétaire de notre organisation puis de notre équipe, c'est sûr que c'est super pratique. Parce que, dans le quotidien de nos décisions, bon, c'est une chose, mais quand on prend des décisions plus importantes ou quand on veut opérer quelque chose d'un peu plus stratégique, c'est sûr que moi, j'ai cet avantage-là d'être en communication avec notre propriétaire, M. Jeff Monson, très souvent. Puis c'est sûr que c'est vraiment un avantage. Si Jeff trouve que ça a de l'allure puis est d'accord, bien, on avance. Là, Alors ça, c'est vraiment... Moi, je pense que les alliés, puis là, je donne un exemple bien précis dans mon cas, mais c'est important d'avoir des alliés ailleurs aussi. Moi, j'ai un paquet d'alliés à la Ligue nationale. Au fil des années, je me suis développé ces contacts-là, puis c'est pas des alliés qui vont nécessairement, comme chez Stikeman, m'aider à avancer dans une jeune carrière. Ils peuvent t'ouvrir des portes. Vont m'aider, vont certainement, comme le fameux tournoi des 4 nations, c'est sûr que quand on lève la main puis on dit, nous, à Montréal, on va le faire, on veut le faire. Bien, s'ils t'ont vu travailler, si on avait fait un mauvais travail lors du repêchage en 2021, je ne sais pas s'ils nous l'auraient confié, mais alors, c'est se développer des alliés, se développer des alliances. Moi, j'y crois énormément. On est constamment en échange avec... c'est pas dans un vacuum. Là. Tout ce qu'on fait est en relation avec un paquet de monde, puis j'y crois beaucoup. C'est quoi le meilleur conseil qu'un de tes alliés t'a déjà fait? Le meilleur conseil qu'on m'a donné? Ben, mon allié numéro 1, en fait, c'est mes parents. Là. Si je retourne en arrière, puis c'est que pour eux, tout a toujours été possible. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est important. Ouais. Pour moi, c'est comme, vas-y, si tu veux le faire, tu vas le faire. Comme, vas-y. C'est un très bon conseil. Lors d'un dernier tête-à-tête, j'ai reçu Isabelle Côté, qui est présidente de Coffrage Synergie, puis elle me disait, puis c'était vraiment drôle, on parlait de conciliation famille-travail, tout ça, qui te touche toi aussi, tes enfants et tout ça, puis tu dois te promener quand même beaucoup, puis tout ce qui est match de hockey où tu dois être présente. Elle disait comment c'est important de faire un plan stratégique professionnel, mais c'est aussi important de faire un plan stratégique personnel.
Oh boy, OK. Est-ce que toi, tu y penses à ton plan stratégique? Est-ce que tu donnes des plans pour le futur où tu dis, non, moi aujourd'hui, je vis l'instant présent, puis... Ben non, moi, j'ai pas de plan stratégique personnel. Je vais réfléchir là-dessus. C'est un Ça bon point, serait-tu par un exemple. plan 1 an, 3 ans, 3 ans, 5 ans? 5 ans. À chaque fois qu'on a à faire ça au bureau, c'est tout un processus. Alors, non, je suis pas encore, j'ai pas encore eu cette discipline-là dans ma vie personnelle de faire mon propre plan stratégique, mais je vais y Mais réfléchir. Je vais y je pense que c'est une réfléchir. bonne réflexion. Puis Ouais. si tu regardes maintenant tout le cheminement de ta carrière, puis tu regardes vers le passé, c'est quoi l'élément que tu es le plus fier dans tout ça? Euh, Ben, c'est sûr que il y a le professionnel, mais tu sais, comme je suis ici maintenant, puis tu sais, on parle de la carrière, on parle, tu sais, de l'organisation du groupe CH, mais il y a tout un volet personnel aussi, puis moi, j'ai 2 filles, puis c'est sûr que c'est ça, ma fierté numéro 1, et c'est ça ma réponse, Ouais, c'est ça. c'est ça. Puis tu sais, je sais pas si tu voulais que ça soit plus Non, une réponse sur le plan absolument pas. professionnel, mais tu sais, Absolument pas. justement, puis j'essaie d'être très présente, tu sais, avec Ouais. ce que ça signifie, avec tu sais, les voyages, les matchs de hockey, puis tout ce qu'on essaie de faire dans une année. Là, tu sais, je voyage quand même énormément. Mais en même temps, j'essaie d'être super présente, puis c'est vraiment ce dont je suis le plus fière, ça, c'est sûr. Ben, c'est une très bonne réponse. Ouais. Je te dirais que c'est ma plus grande fierté aussi, mon fils. Donc, Exactement. voilà. Exactement. C'est peut-être le temps maintenant de passer aux questions des participants parce que je suis certaine qu'on en a. Je sais qu'on en a une spéciale de Louise. Louise a 80 ans, imagine-toi. C'est 80? Oui, c'est la maman de Francis qui travaille avec moi. Et je sais qu'elle nous a envoyé la question. Francis m'avait dit, je vais la mettre la première. Fait que voilà. Parfait. Sa question, elle s'appelle Louise, by the way. Selon vous, est-ce que l'évolution des femmes sur le marché du travail continue de progresser autant que vous l'espérez? Est-ce que ça continue de progresser? Bien, moi, je pense que oui, ça progresse certainement. Cependant, je pense c'est comme n'importe quoi. On peut continuer d'améliorer cette situation-là, certainement. Puis, la preuve, je pense, quand je serai invitée sur cette chaise-là pour parler de n'importe quoi, sauf peut-être pas la semaine de la journée du 8 mars, tu sais, peut-être qu'on sera rendu à un niveau d'avancement où on n'aura plus besoin de se préoccuper de tout ça. Tu sais, souvent, on va dire « Ah, la présidente de l'organisation, c'est une femme, tu sais, parce que comme au niveau de la Ligue nationale, avec ces fonctions-là, je suis la seule, tu sais. Ouais. Donc, c'est comme, oh mon Dieu, Mais au fond, ça devrait juste être que la Normal, présidente, c'est France Margaret, tu sais. C'est ça. Alors, c'est sûr qu'il y a encore un élément où on a encore du chemin à faire pour faire en sorte que ça soit tout à fait normal, plutôt que, tu sais, il y a un élément un peu comme hors de l'ordinaire en lien avec ça, parce qu'il y en a peu. Alors, il faut juste qu'on continue, mais je pense que il y a beaucoup de portes ouvertes. Je pense qu'il y a des modèles extraordinaires qui sont là, partout, en fait, dans tous les niveaux professionnels, dans toutes les sphères qu'on peut penser, dans toutes les industries. Puis, tu sais, je pense que c'est Billie Jean King qui disait, là, je vais complètement manquer sa citation parce que c'est en anglais, puis là, j'essaie de traduire ça dans ma tête maintenant, mais c'est genre, tu sais, comme si tu peux le voir, tu peux l'être, tu sais. Absolument. Ça ressemble à ça, puis moi, j'y crois énormément, puis je pense qu'on en voit de plus en plus des modèles. Puis alors, Louise, je pense qu'on a beaucoup avancé, mais je pense qu'on a encore un peu de chemin à faire, mais je pense que c'est bon, on est sur une bonne voie. Je regarde juste en régie, est-ce qu'on a le temps d'une autre question? On a le temps? Oui, parfait. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes et moins jeunes qui veulent percer dans les environnements de travail exigeants? Je pense que tu as pas mal répondu. Travailler fort. Oui, moi, je dirais. Travail. Il n'y a pas vraiment de. Moi, je suis une adepte des efforts, là. Ça, c'est sûr, on ne se trompe pas. Oui. Smart, ici aussi, là, ça aide, là, mais travailler. Ouais. Comment voyez-vous l'évolution du leadership féminin dans le secteur du sport et des affaires au Québec? Je pense que, comme je dirais, je pense que ça évolue. On évolue. Je pense que ça ressemble à la question. Je pense que Louise avait bien capté l'essence de cette question-là. On évolue. Puis je pense qu'au Québec, on est extrêmement chanceux parce que, tu sais, je trouve qu'il y a vraiment comme une culture très ouverte. Là. Absolument. Je pense que les gens sont dans des postes de direction ou des postes de décision parce qu'ils ont les compétences pour le faire. Puis je pense que c'est tout à fait accepté ici, peu importe que tu sois un homme ou une femme ou peu importe. Alors je pense qu'on est... on est choyé au Québec, vraiment. Là. On est un peu en avant d'autres endroits dans le monde. Et puis, moi, je pense que ça va continuer. Je pourrais te raconter des histoires avec des banquiers dans d'autres pays où c'était assez particulier. Oui, on est très chanceux au Québec. On est sur la bonne voie. Exactement.
Y a-t-il plusieurs autres femmes au sein du groupe CH comparé aux autres clubs de la LNH? Nos Canadiens de Montréal sont-ils bien équipés en termes de leadership féminin? Bien, ça, en fait, quelle question extraordinaire qui va me donner l'occasion de vous dire quelque chose que j'avais oublié de vous dire, mais alors, à chaque année, il y a des sondages au niveau de la Ligue nationale, au niveau des équipes, bien sûr, au niveau des équipes commerciales. Et puis, nous, à Montréal, nous sommes l'équipe avec le plus important leadership féminin. Évidemment, ça commence avec le rôle que moi j'ai, bien sûr, mais il reste que notre chef juridique, Patricia Brissette, notre chef talent, Sandra Petosa, en partant. Ensuite de ça, on a énormément... tout à l'heure, je parlais de Chana Denis, qui est la personne qui est en charge de tout notre contenu. On a Geneviève Paquette au niveau de notre fondation, relations communautaires. Je veux dire, Mélissa Giampaolo. Je veux dire, là malheureusement, j'ai commencé à nommer du monde. Puis là, je vais en oublier. Là, ça va très mal. Mais là, Louise La Liberté, j'essaie de vous nommer toutes les filles dans l'équipe de direction. Mais écoutez, là, je nomme pas tout le monde. Là. Mais on a énormément de femmes dans nos équipes. On a aussi énormément d'hommes aussi, là, bien sûr. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, en tout cas, d'un point de vue purement sondage Ligue nationale, nous, on est numéro 1 au travers des 32 marchés de la Ligue. Puis moi, je suis extrêmement fière de ça. Et... Est-ce que tu vois le même phénomène, par exemple? Est-ce que tu vois une différence entre les équipes canadiennes versus les équipes américaines ou non, c'est à peu près les mêmes proportions partout? Je te dirais qu'il n'y a pas de différence entre le Canada, puis non, pas vraiment. Non, non, pas vraiment. Avec la croissance fulgurante de l'intelligence artificielle, est-ce que le groupe CH en fait l'utilisation et est-ce que celle-ci vous permet d'optimiser vos opérations et votre travail au quotidien? Il y a aussi Michel Denis. J'ai oublié, moi, je suis encore dans ma liste. J'ai écouté ta question, mais j'étais dans ma liste. Tu me parles d'intelligence artificielle. Oui, c'est ça. La question dit, avec la croissance fulgurante de l'intelligence artificielle, est-ce que vous en faites l'utilisation, puis est-ce que ça vous permet d'optimiser vos opérations et votre travail au quotidien? C'est à nos portes, c'est sûr, c'est là, c'est tout à fait présent. Et on est en train de voir comment ça peut nous aider. Là, il y a un paquet de choses qu'on fait, exemple, à chaque match ou à chaque... Il y a des choses qui sont quand même répétitives. Alors, comment on peut s'inspirer de ça? Je vous dirais qu'on n'est pas encore en application directe avec ça, là, comme dans nos opérations quotidiennes, mais on est... il y a énormément de technologie là, dans tout ce qu'on fait. Il faut juste penser... quand tu viens au Centre Bell, maintenant, c'est un billet mobile. Puis si toi, Nathalie, tu as ton billet mobile, puis tu le transfères à Francis, disons, qui va venir avec sa mère, Louise, bien, c'est sûr que nous, on est capable, je veux dire, il y a toute une chaîne. Là, oui, c'est la technologie qui est derrière tout ce qu'on fait est quand même très, très importante. On est capable de mesurer notre data, on est capable de mesurer notre performance, nos kiosques, où est-ce qu'on vend de la bière, des choses, on est capable de voir la performance. Il y a évidemment, comme dans n'importe quelle entreprise, il y a beaucoup, beaucoup de data, mais l'impact de notre intelligence artificielle, c'est en développement dans le moment. Okay. Et en fait, c'est pas Michel Denis, c'est Michel Régnier. Je suis encore dans ma réponse de tantôt. J'ai manqué son nom. Mais là, j'ai fini ma liste, je pense. Mais tu sais, comme dans la gestion de tous les revenus auxiliaires, parce que j'imagine que quand tu analyses la rentabilité d'un match, tu dis, bon, tout ce qui se vend dans les concessions, tout ça, ça doit être assez substantiel. J'imagine que c'est un outil qui pourrait vous permettre justement d'optimiser à ce niveau-là. Tout à fait. Tu sais, je veux dire, comme je te dis, là, il y a des choses qui se font, qui sont presque... très de base, là, qu'on continue à faire. Il y a des choses, des fois, on se dit, comment ça qu'on est encore en train de faire ça, littéralement, comme en prenant des notes. Là. Alors, il y a des choses qui peuvent... on a une couple de projets qui sont à l'étude dans le moment. On pense, exemple, tout notre service aux loges. Disons que tu as une loge au Centre Bell, puis là, tu planifies avoir un groupe de 12 clients avec des employés, peu importe, puis tu veux faire une soirée au Centre Bell, mais comment il se fait que cette prise de commande-là, de qu'est-ce que vous allez manger dans votre loge un soir. Comment ça que c'est pas mieux automatisé que maintenant? Il y a des choses comme ça. Ce que je viens de dire, c'est extrêmement de base. Là. Alors, est-ce qu'on pourrait pas avoir de l'aide de l'intelligence artificielle qui ferait en sorte que, dès que chez vous, c'est décidé, ça rentre directement comme en cuisine au lieu d'essayer de transférer ça d'une personne à une autre, Alors, c'est des petits exemples, mais on a beaucoup de mini-chantiers comme ça où est-ce qu'on veut s'améliorer avec... Puis chaque équipe est unique, donc si tu faisais un développement en intelligence artificielle, c'est pas quelque chose qui se fait au niveau de la Ligue généralement? Là, généralement, non. Il y a beaucoup de partage au niveau de la Ligue, au niveau le data, au niveau des achats, au niveau de l'achat de tout ce qui s'appelle le merch, là, le marchandisage. On partage énormément de meilleures pratiques sur une foule d'affaires, mais ça... Pas tout à fait encore. Mais on va se rendre. Lorsqu'on va dans les conseils des gouverneurs au niveau de la Ligue nationale, c'est sûr qu'on a beaucoup de présentations sur l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce que ça pourrait représenter. Fait que la Ligue est très impliquée puis est très intéressée à nous partager qu'est-ce qui est là,
dans certains marchés, qu'est-ce qui existe, mais c'est pas nécessairement encore tout comme transféré ou partagé au travers, ou comme distribué au travers des 32 équipes. On ne fonctionne pas comme ça nécessairement. Okay. Une autre question du public. Quel est le legs que vous croyez que vous allez laisser? Ah, je ne le sais pas. C'est une excellente question. C'est une bonne question, hein? C'est une bonne question. Ben, moi, le leg que j'aimerais, en fait, partir, tu sais, comme, qu'est-ce que moi je laisserais, mais moi, j'aimerais vraiment, vraiment ça partir avec une bague de la Coupe Stanley, par exemple. C'est mon leg à moi, là. Ça, c'est vraiment... Oui, ça fait vraiment. Puis moi, je pense que je vais voir ça. Tu penses? Moi, je pense que oui. Entre maintenant puis la journée où je vais décider que je fais d'autres choses, oui, je pense que oui. J'ai extrêmement confiance dans notre jeune équipe. Oui, puis il n'y a pas eu d'échange en plus. Oui, puis il y a des talents incroyables qui s'en viennent l'an prochain, là, pour ne pas le nommer, Ivan Demidov qui va arriver. Là, en tout cas, alors, puis moi, mon travail, c'est vraiment pas l'équipe de hockey. C'est sûr. Dans le sens où mais est-ce que tu aimes ça à la base? Parce que, ben oui, j'aime ça à la base. OK, tu étais déjà fan quand tu étais jeune et tout ça? Ben oui, on écoutait ça, le Canadien à Matane, là, c'est sûr. On a toujours... Oui, j'ai toujours Tu n'étais aimé. pas nordique, toi? Non, Matane. Excuse-moi, Matane. non. Matane. Non, Canadien. Oui, mon père était un partisan des Canadiens, okay. là, important, là, puis tous les joueurs de l'époque. Mais oui, on a toujours regardé le hockey, donc j'aimais ça, puis j'aime encore. Ben, j'aime encore plus ça, parce que maintenant, ben, on aime le hockey, mais en même temps, tu sais, être près de tous ces gens-là, puis c'est pas juste des inconnus maintenant, c'est des gens qu'on côtoie. Alors, il y a un niveau additionnel d'implication. J'imagine. Ouais. Est-ce que tu vas à tous les matchs, à peu près? Je vais à beaucoup, beaucoup de matchs. Oui, je vais à beaucoup de matchs quand même. Les spectacles aussi, j'imagine, tu dois te promener pas mal. Bien, je vais à beaucoup de spectacles. C'est sûr que là, les spectacles, à un moment donné, c'est impossible. Là. Il y en a tellement. Mais tu sais, comme nos grands festivals, certainement. Des spectacles d'importance au Centre Bell, certainement. Mais c'est sûr que à 1600, 1700, 1800 événements par année, c'est comme... Non. Vous avez un fan club assez exceptionnel aussi. Absolument. J'ai vu, ils avaient une partie canine. Oui, exactement. Ça marche pour vrai? Ah oui, ben oui, parce que, tu sais, avec la COVID, il y a tellement de gens, ben en tout cas, il y a des amoureux d'animaux, là, mais post-COVID, il y a eu beaucoup de chiens qui sont revenus avec des... Il y a eu beaucoup de gens qui sont revenus avec des chiens, là. Alors oui, on a un club canin qui est super fort. Les gens s'abonnent, ils nous envoient des photos de leurs chiens. Écoute, on a des trucs pour les chiens maintenant, oui. C'est vraiment de la diversité, hein? Oui, la diversité, oui. Mais ça... Là, je vais faire la question des partisans. Si OK, tu permets. oui, la question des partisans. Parce que quand même, les gens ont été gentils dans leurs questions. On n'est pas allé sur Ron Fournier et compagnie. C'est vrai, c'est vrai. Mais il est fin, Ron. Je le salue au passage, d'ailleurs. J'aime beaucoup Ron. Mais... Donc, ouais. Est-ce que le Canadien va faire les séries? Oh! Mais ça, moi, j'ai dit il y a quelques secondes que c'est vraiment pas mon domaine. Moi, je suis pas... Le secteur hockey est vraiment dirigé par Jeff Gorton et Kent Hughes, mais... Ce que je peux dire en ce lundi matin ou lundi après-midi, 10 mars, c'est qu'on est à 3 points des séries. Alors, tout est possible. Il reste encore plusieurs matchs, comme on le sait. C'est une lutte très serrée entre nous et d'autres équipes. Donc, c'est très particulier, mais moi, j'ai confiance. J'ai confiance dans nos joueurs. J'ai confiance. On a un coach exceptionnel. Martin Saint-Louis, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le rencontrer, c'est un gars absolument. Et lui, il est hors du commun, vraiment. Il était extraordinaire en tout point de vue. J'ai une confiance énorme à Martin puis ce qu'il peut faire avec ces joueurs-là. Et les joueurs le respectent. Les joueurs respectent Martin Saint-Louis. Martin a vécu... Martin, c'est le joueur qui n'a pas été repêché. Il est arrivé dans la Ligue nationale à 23 ans. C'est jeune 23, mais... Tu sais, comparé... c'est vieux, Puis finalement, écoute, il a été échangé d'équipe et tout, puis finalement, il a fini dans le Hall of Fame, tu sais, puis Coupe Stanley, let's go, capitaine de ses équipes. Alors, c'est un gars extraordinaire, puis moi, on ne peut pas avoir un meilleur capitaine. J'entends un capitaine pour diriger cette équipe-là, là. Puis j'ai bien confiance en Martin, puis moi, je pense que c'est fort possible, puis on va voir, puis on va être prêts. Bon. Écoute, dernière question du public. Comment concilier la vie personnelle et professionnelle dans la vraie vie, être présente pour ses enfants, être investie dans sa carrière? As-tu des trucs ou as-tu déjà vécu des obstacles? Ah, bien, des obstacles dans ce domaine-là, c'est comme à tous les jours presque, parce que c'est sûr que c'est jamais parfait. Non. Hein? Je pense que le conseil, le meilleur conseil sérieux, c'est que ce sera jamais... ça ne peut pas être parfait. Si on essaie de tout faire à la perfection partout, on va arrêter parce que ça ne marche pas. Je pense que c'est du give and take. Je pense qu'il faut être... je pense qu'il faut savoir identifier les priorités selon la situation, selon ce qui se passe.
Puis des fois, c'est pas évident de jongler avec tout ça. Mais c'est ça. Je pense que... Puis c'est de... Tu sais, on le sait, là, on le sait qu'est-ce qui est important. Je pense qu'on finit par le savoir. Là. Tu sais, des fois, tu as des choses au bureau qui sont fondamentales, puis à la maison, quand il faut être là, il faut être là, là. Des fois, il y a des urgences, des fois, il y a des situations, puis je pense que c'est essayer de naviguer au travers de tout ça, mais il y a vraiment... Je ris, là, parce que je pense à des affaires, là. Il y a vraiment, vraiment rien de parfait, mais c'est d'essayer, puis... Mais as-tu le sentiment, des fois, de culpabilité d'être au bureau, puis tu devrais être à la maison, tu es à la maison, puis tu devrais être au bureau? Ça t'arrive? C'est sûr que ça arrive, c'est sûr que ça arrive, parce que des fois, il y a des choses qui se passent, mais c'est d'expliquer les choses, c'est d'essayer d'expliquer ton... Parce que, ultimement, tu vas faire un choix. Ouais. Tu vas décider d'être soit à gauche ou à droite, tu sais, fait qu'il faut l'expliquer. Puis t'espères que, tu as fait le bon choix, puis qu'il s'explique, puis que les gens vont comprendre, tu sais. Mais c'est vraiment loin d'être parfait. Mais c'est ça. Sur une année, en rétrospective, il faut être content de nos choix. Absolument. Puis quand on l'est plus, il faut faire d'autres choix, je pense. C'est ça. Avant que je fasse la conclusion, France Margaret, est-ce que tu aurais un message à livrer à nos téléspectateurs? Un message, mon Dieu, je sais... Non, pas vraiment. Un wrap-up de travailler fort, être constant. Écoutez, mon affaire de travail, les gens vont penser que je fais juste travailler, mais oui, dans le sens où, oui, le travail, c'est important, mais il faut s'amuser. Là. Je pense qu'il y a un équilibre dans tout. Là. Je pense que esprit sain dans un corps sain, il faut faire du sport, il faut s'amuser, il faut trouver une façon d'équilibrer sa vie. Parce qu'il y a beaucoup de belles choses, il y a beaucoup de défis aussi. Des fois, il y a des défis qu'on aime moins, mais je pense que tout ça, c'est un équilibre. Puis c'est facile de dire alors que les choses sont comme au calme. Là, quand que les crises arrivent, peu importe sur quel front, c'est plus difficile de se rappeler ça. Mais c'est ça, c'est un équilibre. Puis faut voir des fois quand ça brasse trop, faut se reculer un peu puis essayer de lâcher le court terme puis voir un peu plus le long terme pour se donner de la perspective. Puis travailler sur ce qu'on peut contrôler. Bien, justement. Exact. Mais je te remercie infiniment. Merci, ça me fait vraiment plaisir. De ta participation. Merci de ta vision du leadership. Un grand merci également aux gens qui ont participé à l'écran, de même qu'à plusieurs de mes collègues qui se sont joints à nous. Je vous dirais, soyez l'allié de quelqu'un et je nous souhaite de l'équité, que l'équité soit toujours au cœur des gestes qu'on fait au quotidien. Donc, je vous souhaite un très bel après-midi et à bientôt pour un prochain tête-à-tête.